Ok, tu as fait l'analyse des mots-clés du sujet. Tu as trouvé un plan et des arguments béton. Tu as même rédigé ton intro. Bravo! Mais maintenant, il te reste un gros morceau, le développement. C'est justement ce que nous allons voir à travers cette nouvelle vidéo de coaching. Je t'accompagne pour rédiger un développement clair, structuré, convaincant en dissertation. À tout de suite. Petit rappel avant d'aborder le développement et les exemples concrets de sous-parties. Je te conseille de rédiger ton introduction et ta conclusion d'un seul tenant sans les découper. Saute 2 lignes après l'introduction pour bien marquer le passage au développement, puis à nouveau 2 lignes entre la fin du développement et la conclusion. Pour distinguer clairement les différentes parties de ton développement, tu peux sauter une ligne entre chaque grande partie. En revanche, ne saute pas de ligne entre les sous-parties. Un simple retour à la ligne et un alinéa suffisent. N'oublie pas, chaque paragraphe, introduction, développement, conclusion, doit commencer par un alinéa. C'est ce qui permet de structurer visuellement ton devoir et de bien signaler un nouvel argument, une nouvelle étape dans ton raisonnement. Le développement d'une dissertation, donc, s'organise en sous-parties. Chacune d'elles peut faire environ 15 à 20 lignes. Attention, ce n'est qu'un repère indicatif, pas une règle absolue. Si tu choisis un plan en 2 parties, je te recommande de développer 3 sous-parties. En revanche, si tu préfères un plan en 3 parties, 2 sous-parties suffisent largement. Cela te donne 6 étapes de développement à construire avec méthode et précision. Une petite info avant de passer à la suite. Si tu veux réviser ton bac français avec moi en direct, participe à mes masterclass. Ce sont des sessions de révision vivantes, motivantes, efficaces. Clique sur le lien et inscris-toi en quelques clics. Concentrons-nous maintenant sur la construction d'une sous-partie. Peu importe le type de plan que tu choisis, la première sous-partie d'un devoir suit une construction bien précise. Elle s'ouvre par un alinéa et l'idée directrice de l'axe. Plus simplement, c'est la formulation de ta première partie, non pas sous forme de titre, mais sous forme d'une phrase claire. Juste après, tu annonces la sous-partie. C'est l'argument principal que tu vas développer dans ce paragraphe. Viennent ensuite les exemples et leurs analyses. Enfin, une petite conclusion partielle est recommandée pour clore la sous-partie avant de passer à la suivante. Tu veux un exemple concret? Je m'en doute, je te connais par cœur. Voici donc un sujet tombé au bac français autour des cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. Peu importe si tu ne l'étudies pas cette année, ce n'est pas le fond qui compte ici, mais la méthode. Dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit « J'irai loin, bien loin ». Selon vous, le cahier de Douai répond-il à ce projet? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en prenant appui sur le cahier de Douai, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. C'est parti. Arthur Rimbaud apparaît comme un poète en mouvement, en quête constante de liberté. En effet, ce désir d'évasion s'exprime tout autant dans sa trajectoire personnelle que dans son écriture poétique. Il se manifeste d'abord dans sa propre jeunesse, marquée par 2 fugues précoces en 1870 et 1871. Entre 15 et 16 ans, l'adolescent quitte Charleville pour rejoindre Douai, dans le nord de la France. Il trouve refuge chez Georges Isambard, son ancien professeur de rhétorique. Arthur Rimbaud ressent alors le besoin d'échapper à un cadre familial jugé trop étouffant. En parallèle, cette soif de liberté imprègne son écriture. Dans le sonnet Ma Bohème, l'auteur décrit un poète vagabond, à la fois démuni et exalté. L'errance y est sublimée, incarnant la liberté absolue. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. Par ailleurs, ce goût pour l'évasion fait écho à d'autres œuvres poétiques, comme l'Invitation au voyage de Charles Baudelaire. Si le ton y est plus lyrique, le besoin de fuir un monde médiocre reste commun aux 2 poètes. Finalement, tout laisse à penser que le mouvement dans la vie et la poésie rimbaldienne reflètent un refus des contraintes. On ne te demande pas ce niveau de rédaction, je te rassure. Note bien la structure de cette première sous-partie. D'abord, l'annonce de l'idée directrice. Ensuite, l'annonce de l'argument phare. Autrement dit, le titre de ma sous-partie sous forme de phrase. Des exemples issus de l'œuvre intégrale et d'une lecture cursive, avec des explications supplémentaires. Et enfin, une petite conclusion partielle. Voyons cela avec des couleurs, c'est toujours mieux. Je commence par un alinéa pour marquer visuellement mon premier paragraphe. J'énonce l'idée principale de ma partie dans une phrase simple et courte, avec un seul verbe conjugué.
Ensuite, je présente l'argument que je vais développer ici, à savoir le lien entre le désir d'évasion et l'expérience personnelle de Rimbaud. Je contextualise en quelques phrases. J'introduis ensuite un deuxième exemple, cette fois littéraire. Je prends donc appui sur ma bohème. D'ailleurs, j'aurais pu le développer davantage. Nous allons voir dans quelques instants une méthode pour détailler un exemple. Ici, je choisis plutôt de faire un parallèle avec une lecture cursive. J'établis un lien clair avec le recueil L'invitation au voyage, que je peux d'ailleurs détailler plus encore. Enfin, je clôt mon paragraphe avec une conclusion partielle en une seule phrase seulement. Quelques petites remarques. Mes phrases restent relativement courtes. J'ai également pris soin d'utiliser des connecteurs logiques pour assurer une bonne fluidité entre les idées. J'ai bien noté Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire, prénoms et noms des auteurs, ce qui est préféré. Pour éviter les répétitions, j'ai écrit le poète, l'adolescent, l'auteur, la poésie rimbaldienne, autrement dit la poésie de Rimbaud. Dernière précision, certains enseignants recommandent de dédier un court paragraphe à l'annonce de l'idée directrice. Je te conseille de vérifier les attentes de ton professeur et de t'y adapter au mieux. Arthur Rimbaud apparaît comme un poète en mouvement, en quête constante de liberté. D'ailleurs, il inspirera à Verlaine le surnom de l'homme aux semelles de vent. Ce désir d'évasion s'exprime tout autant dans sa trajectoire personnelle que dans son écriture poétique. Bon, nous avons analysé la construction d'une première sous-partie. Voyons maintenant comment structurer une dernière sous-partie juste avant de passer à une nouvelle grande partie. À ce stade, il n'est plus nécessaire de rappeler l'idée directrice de ton axe puisque tu l'as déjà formulée. Puisque cette sous-partie précède le changement de grande partie, je t'invite à terminer par une transition fluide plutôt qu'une simple conclusion partielle. J'associe toujours la transition à une sorte de pont qui fait le lien entre une partie et la suivante. Ce pont permet donc de passer en douceur d'un point A à un point B en gardant de la hauteur. Si tu manques d'inspiration, voici quelques formules modèles pour des transitions rapides et efficaces. Cette idée n'est qu'un aspect de « il faut aussi considérer » s'il est vrai que il n'en reste pas moins que, loin de se limiter à, le cahier de Douai explore également, si l'on reconnaît l'importance de, il faut aussi considérer, tu seras d'accord avec moi, le moment le plus délicat dans une sous-partie de dissertation reste l'insertion d'exemples et leur analyse approfondie. Je vais tout de suite te donner un code magique pour réussir à développer cette étape. A. Le A de argument. Autrement dit, l'idée phare. Le E d'exemple, une citation ou un résumé précis de l'œuvre. Un E pour explication, un zoom sur le contexte. Qui parle, à qui, dans quelle situation. Quel est le sens de cet exemple, tout simplement. Et le A de analyse, pourquoi c'est intéressant. C'est sans doute cette quatrième petite étape, l'analyse de l'exemple, qui te pose le plus de problèmes. Et pourtant, c'est le moment clé du paragraphe. Il permet de répondre à la question « Pourquoi cet exemple est-il si important ?» Autrement dit, qu'est-ce qu'il montre ? Qu'est-ce qu'il apporte à ton argumentation ? Quelle image cet exemple donne-t-il des personnages ? Quelle réflexion propose-t-il sur le thème abordé ? Quel effet produit-il sur le lecteur ou le spectateur ? Et surtout, quel est le lien avec le sujet du devoir ? Voilà un sujet de dissertation que j'invente. Encore une fois, pas besoin d'avoir étudié la pièce pour comprendre la méthodologie. Le théâtre est un lieu de tension, écrit Denis Marlot. En quoi cette affirmation éclaire-t-elle la pièce Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute ? Je rédige la première sous-partie de mon développement et j'expose donc l'idée directrice de mon grand 1. Dans la pièce de théâtre Pour un oui ou pour un non, la tension dramatique repose sur le langage. Néanmoins, ce ne sont pas seulement les mots qui font naître le trouble. Le ton employé et la façon dont chaque personnage interprète les paroles de l'autre sont au cœur de cette œuvre. J'utilise maintenant mon code magique, le A pour argument. Ainsi, connecteur logique, une expression insignifiante au premier abord peut dissimuler une certaine forme de violence. Ce décalage entre le dit et le non-dit génère un malaise qui est susceptible de se transformer en conflit. Ici, comme tu peux le voir, je rédige 2 phrases. E pour exemple. Je décide d'insérer des citations. Tu peux également résumer certains passages de l'œuvre avec une grande précision. En effet, la dispute entre H1 et H2, amis de longue date, naît d'une remarque apparemment banale, prononcée par H1 quelque temps plus tôt. C'est bien ça. Comme le souligne H2, il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. E comme explication. Ici, j'explique les citations puis j'expose le contexte. Cette phrase pour H2 est une attaque dissimulée. Le ton employé par H1 trahit un jugement implicite. Il est condescendant. Il adopte une attitude méprisante.
H2 choisit alors de s'éloigner, puis d'entreprendre des démarches pour rompre leur lien d'amitié, jusqu'au jour où les deux personnages se retrouvent face à face. A comme analyse. Je récapitule et fais un lien avec le sujet. Nathalie Sarraute met en scène une parole chargée de sous-entendus. Le théâtre devient un espace où l'interprétation des moindres petites nuances du langage est exacerbée. La tension dramatique ne repose donc plus sur des cris ou des gestes, mais sur ce que les mots laissent deviner. Cette analyse ici pourrait presque fonctionner comme une petite conclusion partielle. Je termine cette vidéo par une précision. Après l'explication de mon premier exemple, j'aurais tout à fait pu en ajouter un second. L'analyse aurait alors été commune aux deux illustrations, renforçant l'argumentation. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite sur ma chaîne ou en direct lors de mes masterclass. À bientôt!